Antes de comenzar, permite que tu mente descienda un instante hacia adentro. Jung decía que todo encuentro verdadero empieza con un gesto de silencio. Si estas ideas rozan algo que ya vive en tu inconsciente, suscríbete, para que este espacio siga siendo un puente hacia tu propia profundidad. Cada me gusta, cada comentario, ayuda a que este conocimiento encuentre a quienes aún caminan sin saberlo hacia su sombra. Ahora, avancemos hacia lo que busca ser visto. Verset 99, Canet 02, Beyond the Shadows 03, Frances 07 Jung, a découvert 7 environnements psychologiques qui détruisent 90% de la force mentale des gens. Il ne s'agit pas de lieux physiques, mais de pièges mentaux dans lesquels vous entrez chaque jour sans vous en rendre compte. La plupart des gens passent des années dans ces espaces à se demander pourquoi ils se sentent épuisés, anxieux ou perdus. Ils s'en prennent à eux-mêmes. Mais Jung connaissait la vérité. Certains environnements réorganisent littéralement votre cerveau pour qu'il travaille contre vous. En 1961, Jung a traité un patient qui semblait parfaitement normal, mais qui perdait lentement la raison. Jung a retracé le problème jusqu'à 7 espaces psychologiques spécifiques que cet homme fréquentait quotidiennement. Une fois que Jung l'a aidé à reconnaître et à échapper à ses pièges mentaux, son patient s'est complètement transformé. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont ces lieux qui brisent votre esprit, comment reconnaître quand vous y êtes piégé, et le protocole d'évasion de Jung qui peut sauver votre santé mentale. Car ce que Jung a découvert sur ces espaces dangereux changera votre vision de chaque relation, de chaque pièce et de chaque décision pour le reste de votre vie. Le premier et le plus dangereux des lieux identifiés par Jung est la chambre d'écho, où chaque voix autour de vous renvoie vos propres pensées, croyances et préjugés, jusqu'à ce qu'il vous semble être la vérité absolue. Le patient de Jung passait des heures chaque jour dans des clubs sociaux et des rassemblements politiques, où tout le monde partageait ses opinions exactes, ses craintes concernant les changements sociaux et sa colère envers certains groupes. Il pensait se tenir informé, mais Jung a compris qu'il s'empoisonnait psychologiquement. Voici ce qui arrive à votre cerveau dans une chambre d'écho. Vos voies neuronales s'affaiblissent littéralement. Les recherches du docteur Matthew Lieberman à l'UCLA montrent que lorsque vous n'êtes jamais remis en question, vos muscles de la pensée critique s'atrophient comme des membres inutilisés. Jung appelait cela la possession collective. Lorsque la pensée de groupe remplace la pensée individuelle, le patient a cessé de tout remettre en question, car questionner lui semblait être une trahison. Sa vision du monde est devenue rigide, fragile et terrifiée par des perspectives différentes. Les signes avant-coureurs que vous êtes piégé dans une chambre d'écho. Vous pouvez prédire ce que tout le monde autour de vous dira sur n'importe quel sujet. Les opinions différentes vous semblent personnellement menaçantes plutôt qu'intellectuellement intéressantes. Vous avez cessé de vous demander « Et si j'avais tort à propos de vos croyances fondamentales ?» Vos conversations renforcent votre pensée plutôt que de la remettre en question. Jung a découvert que les personnes dans les chambres d'écho ne cessent pas seulement de grandir. Elles commencent à rétrécir. Leur esprit devient plus petit, plus craintif et plus dépendant du groupe pour leur sécurité psychologique. Mais ce n'est que le début de la façon dont ces lieux vous détruisent. Parce que les chambres d'écho vous rendent mentalement faible. Vous devenez donc vulnérable au deuxième lieu dangereux, l'arène de la comparaison, où votre valeur est mesurée à l'aune des réussites et du statut de tous les autres. Le patient de Jung, déjà fragile à cause de la pensée en chambre d'écho, a commencé à comparer obsessionnellement sa vie à celle des autres dans son cercle social. Chaque histoire de réussite de connaissance ressemblait à un échec personnel. Chaque accomplissement semblait vide de sens parce que quelqu'un d'autre avait accompli plus. Les recherches du Dr Rachel Kaliger à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre prouvent ce que Jung a observé.
La comparaison constante réduit littéralement le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de l'estime de soi et de la prise de décision. Voici le piège psychologique. La comparaison ne vous motive pas à vous améliorer. Elle entraîne votre cerveau à trouver l'insuffisance partout. Jung appelait cela le cycle d'inflation-déflation. Vous vous sentez soit supérieur, soit inférieur, jamais simplement vous-même. Le patient a dit à Jung, « J'ai été promu au travail, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la vitesse à laquelle mon ami de fac était devenu PDG. Mes réussites sont devenues insignifiantes parce qu'elles n'étaient pas des victoires relatives. » Signes avant-coureurs que vous êtes piégé dans l'arène de la comparaison. Le succès des autres vous donne l'impression d'être un échec. Vous atteignez des objectifs, mais vous vous sentez vide parce que quelqu'un l'a fait mieux. Vous modifiez votre vie pour qu'elle corresponde à ce qui a l'air réussi, plutôt qu'à ce qui semble juste. Votre bonheur dépend du fait d'être en avance sur les autres. Jung a compris que cet endroit est particulièrement mortel, car il vous déconnecte de vos propres valeurs et désirs. Vous cessez de poursuivre ce qui vous apporte de la joie, et vous commencez à courir après ce qui apporte la reconnaissance. Mais le troisième lieu est encore plus insidieux. Avant de continuer, vous devez comprendre la science qui explique pourquoi ces lieux sont si dangereux. Les neurosciences modernes ont prouvé les observations de Jung sur la psychologie environnementale. Les recherches du Dr Daniel Siegel montrent que les environnements psychologiques toxiques déclenchent une libération chronique de cortisol qui réduit littéralement votre hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de la régulation émotionnelle. Mais voici ce que Jung avait compris avant que les neurosciences ne puissent le prouver. Ces lieux ne vous endommagent pas seulement temporairement. Ils réorganisent votre état mental par défaut. Passez suffisamment de temps dans des environnements psychologiques toxiques, et votre cerveau commence à recréer leur schéma même lorsque vous êtes seul. Le patient de Jung a développé ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui l'impuissance apprise. Son cerveau avait été conditionné par ces environnements à s'attendre à l'échec, à la critique et à l'insuffisance. Même dans des espaces sûrs, il ne pouvait pas se détendre parce que ses voies neuronales avaient été sculptées par le danger psychologique. C'est pourquoi Jung a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Ces lieux programment votre inconscient à travailler contre vous. Le plus troublant, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont programmés, car les dommages se produisent progressivement, subtilement, sous le seuil de la conscience. » Le troisième lieu dangereux identifié par Jung est le théâtre de la performance, où l'authenticité est punie et où vous n'êtes récompensé que pour porter le bon masque. Le patient de Jung travaillait dans un environnement corporatif où montrer une quelconque vulnérabilité était un suicide professionnel. Il a appris à rire de blagues qui n'étaient pas drôles, à approuver des idées auxquelles il s'opposait et à cacher toute partie de lui-même qui ne correspondait pas à la culture de l'entreprise. Jung appelait cela l'identification à la persona, lorsque le masque que vous portez devient la seule identité que vous reconnaissez. Le patient a dit à Jung, « Je ne sais plus qui je suis. Je joue un rôle depuis si longtemps que le vrai moi me semble étranger. » Cet endroit est psychologiquement mortel, car il vous conditionne à vous abandonner progressivement. Chaque compromis semble petit, mais il s'additionne en une trahison complète de soi-même. Les recherches du Dr Christine Neff sur l'autocompassion montrent que les personnes piégées dans des théâtres de la performance développent un critique intérieur sévère. Elles internalisent le jugement sévère de ces environnements et le transportent partout. Signes avant-coureurs que vous êtes dans un théâtre de la performance. Vous vous sentez épuisé après les interactions sociales, pas énergisé. Vous vous surprenez à approuver des choses auxquelles vous ne croyez pas. Vous avez peur de partager des opinions qui pourraient être impopulaires. Vous avez l'impression de porter un costume que vous ne pouvez pas enlever.
Vos vraies pensées et sentiments vous semblent dangereux ou inappropriés. Le patient l'a parfaitement décrit. Je suis devenu si bon à être ce que les autres voulaient que j'ai oublié ce que je voulais. Et quand j'ai essayé de m'en souvenir, il n'y avait rien. Jung a compris que cet endroit ne cache pas seulement votre moi authentique. Il l'efface couche par couche, compromis par compromis, jusqu'à ce que vous soyez une performance creuse sans noyau. Parce que les théâtres de la performance vous apprennent à cacher votre vrai moi, vous devenez piégé dans le 4e lieu dangereux, l'espace de la souffrance silencieuse, où les besoins émotionnels sont enterrés sous l'illusion de la stabilité. Jung rencontrait cela constamment dans sa pratique. Des patients venant de familles parfaites, où l'amour était supposé mais jamais exprimé, où les problèmes étaient ignorés plutôt que traités, où garder les apparences importait plus qu'une connexion authentique. Le patient que Jung a traité venait exactement de ce type de famille. Nous ne nous sommes jamais disputés, dit-il à Jung, mais nous n'avons jamais vraiment parlé non plus. J'ai appris qu'avoir des besoins était égoïste et exprimer la douleur était une faiblesse. Cet espace crée ce que Jung appelait la famine émotionnelle. Vos besoins émotionnels ne disparaissent pas lorsqu'ils sont ignorés. Ils s'enveniment dans l'inconscient, créant de l'anxiété, de la dépression et un vide inexplicable. Les recherches du Dr Sue Johnson sur l'attachement montrent que la suppression émotionnelle dans les relations dérègle littéralement le système nerveux. Votre corps reste dans un état de stress chronique parce que vos besoins émotionnels ne sont jamais satisfaits. L'aspect le plus dangereux de cet endroit est à quel point il semble normal. Le patient a dit à Jung « Je pensais que nous étions une famille proche parce que nous n'avions jamais de conflits. Je n'ai pas réalisé qu'éviter les conflits signifiait aussi éviter l'intimité. Signes avant-coureurs que vous êtes piégé dans la souffrance silencieuse. Vous vous sentez seul même entouré de gens. Vous avez appris à gérer la douleur plutôt qu'à en guérir. Demander un soutien émotionnel vous semble égoïste ou faible. Vous avez des sentiments forts, mais nulle part où les exprimer en sécurité. La paix dans vos relations semble fragile, comme si elle pouvait se briser si vous êtes trop honnête. Jung a découvert que les personnes dans cet espace développent une profonde déconnexion de leur propre réalité émotionnelle. Elles savent que quelque chose ne va pas mais ne peuvent pas le nommer, car le nommer briserait les règles non dites de la famille ou du groupe. Le 5e lieu dangereux est l'exact opposé du silence. La tempête du chaos, où une stimulation mentale constante noie votre voix intérieure, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous entendre penser. Le patient de Jung vivait constamment dans cet état, journaux exigeant son attention, programmes radio alimentant l'anxiété, rassemblements sociaux drainant son énergie, demandes professionnelles le suivant à la maison. Il remplissait chaque moment de calme avec de la lecture, de la conversation ou une activité parce que le silence lui semblait insupportable. Mais Jung a compris que ce n'était pas une préférence, c'était de l'évitement. Le patient avait peur de ce qu'il pourrait découvrir dans le calme, des douleurs non résolues, des décisions difficiles, ou des parties de lui-même qu'il ne voulait pas affronter. Les recherches du Dr Adam Gazelli à l'UCSF montrent qu'une stimulation mentale chronique altère littéralement votre capacité à former des pensées cohérentes et à prendre des décisions claires. Votre cortex préfrontal est submergé et commence à faire des choix impulsifs juste pour réduire la charge cognitive. Jung appelait cela la fragmentation psychique, lorsque votre attention est si dispersée que vous perdez la capacité d'intégrer les expériences en sagesse. Le patient consommait des quantités énormes d'informations, mais ne parvenait pas à leur donner un sens. Voici le piège. Le chaos devient addictif. Votre cerveau s'adapte à une stimulation élevée et commence à en réclamer une plus intense pour se sentir normal. Les moments de calme déclenchent de l'anxiété parce que votre système nerveux a oublié comment s'autoréguler. Signe avant-coureur que vous êtes piégé dans la tempête du chaos.
Le silence vous pousse à saisir immédiatement un livre, un journal ou à allumer la radio. Vous avez des opinions fortes sur tout, mais une compréhension profonde de rien. Vous avez l'impression d'être occupé, mais ne vous souvenez pas de ce que vous avez accompli. Ralentir déclenche de l'anxiété plutôt que de la paix. Vous consommez constamment des informations, mais vous vous sentez vide à l'intérieur. Le patient a dit à Jung, « Je reste occupé parce que quand je m'arrête, toutes les choses que j'évite me rattrapent. Mais je suis si fatigué de courir. » Parce que la tempête du chaos vous apprend à éviter votre voix intérieure, vous devenez vulnérable au 6e lieu dangereux, la chambre de l'abandon de soi, où vous ignorez systématiquement vos propres besoins, instincts et vérités. C'est le lieu le plus insidieux car il arrive progressivement. Vous dites oui alors que tout en vous crie non. Vous restez dans des relations qui vous épuisent, parce que partir semble plus difficile qu'endurer. Vous choisissez le confort plutôt que l'authenticité, la sécurité plutôt que la croissance. Le patient de Jung l'a parfaitement décrit. Je suis devenu si bon à ignorer mes intuitions que j'ai cessé d'en avoir. Je prenais chaque décision en fonction de ce que les autres attendaient, de ce qui semblait pratique ou de ce qui éviterait les conflits. Les recherches du docteur Bessel van der Kolk sur les traumatismes montrent que l'abandon de soi chronique vous déconnecte littéralement de la sagesse de votre corps. Vous perdez la capacité de reconnaître ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez ou ce que vous ressentez, car ces signaux ont été systématiquement ignorés. Jung appelait cela la perte d'âme, non pas un concept mystique, mais une réalité psychologique où vous devenez étranger à votre propre moi essentiel. Le patient a dit « J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais pris une décision basée sur ce que je voulais réellement. » Cet endroit est particulièrement dangereux, car il se fait passer pour de la maturité, de la responsabilité ou de l'altruisme. La société récompense souvent l'abandon de soi, ce qui le rend plus difficile à reconnaître comme un problème. Signes avant-coureurs que vous êtes dans la chambre de l'abandon de soi. Vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous avez vérifié vos propres sentiments. Vos décisions sont basées sur ce qui est attendu, plutôt que sur ce qui semble juste. Vous avez cessé d'avoir des préférences pour des choses qui vous importaient auparavant. Vous avez l'impression de vivre en pilote automatique. Quand on vous demande ce que vous voulez, vous ne savez vraiment pas. Jung a compris que cet endroit crée un vide terrifiant. Le patient lui a dit « J'ai réussi tout ce que je devais vouloir, mais je me sentais complètement vide à l'intérieur. Je ne savais pas qui j'étais sous tous les « je devrais » et « je dois ». Le 7e et plus dangereux lieu identifié par Jung existe entièrement dans votre propre esprit. Le sous-sol de l'ombre, où vous avez enfermé des parties de vous-même que vous êtes trop effrayé ou honteux d'affronter. Le patient de Jung avait passé des années à éviter cet espace interne. Chaque fois que des souvenirs douloureux, des pensées honteuses ou des émotions difficiles remontaient à la surface, il les refoulait dans ce que Jung appelait l'inconscient personnel. Mais Jung a découvert quelque chose de terrifiant. Ce que vous enterrez ne reste pas enterré. Cela se renforce dans l'obscurité, influençant votre comportement de manière que vous ne comprenez pas. Le patient se retrouvait à saboter ses relations, à réagir de façon excessive à des affronts mineurs et à répéter des schémas qu'il avait juré de ne jamais répéter. Les recherches du docteur Peter Levine sur les traumatismes montrent que le contenu émotionnel non traité vit littéralement dans votre système nerveux, créant une dérégulation chronique jusqu'à ce qu'il soit consciemment intégré. Jung appelait cela la possession par l'ombre. Lorsque les parties de vous-même que vous avez rejetées commencent à contrôler votre vie depuis l'inconscient. Le patient a dit à Jung, « Je suis devenu tout ce que je déteste chez mon père, mais je n'ai pas pu voir cela arriver avant que les dégâts ne soient faits. Le sous-sol de l'ombre est dangereux parce que l'évitement donne à ces parties rejetées plus de pouvoir, pas moins.
Elle se manifeste par la projection, l'addiction, des rages soudaines ou des autosabotages inexplicables. Mais voici ce que Jung a découvert. L'ombre contient aussi un pouvoir et une créativité immense. La colère du patient, une fois intégrée consciemment, est devenue un plaidoyer passionné. Sa tristesse est devenue une profonde empathie. Sa honte est devenue une compassion féroce pour d'autres personnes aux prises avec des problèmes similaires. Signes avant-coureurs que vous évitez le sous-sol de l'ombre. Vous avez de fortes réactions émotionnelles qui vous surprennent. Vous répétez des schémas relationnels, tout en sachant qu'ils sont mauvais. Vous jugez sévèrement les autres pour des traits que vous craignez secrètement chez vous-même. Vous avez une anxiété ou une dépression persistante sans cause claire. Vous avez l'impression de combattre un ennemi invisible à l'intérieur de vous. Jung a compris que la guérison nécessite de descendre dans ce sous-sol, non pas avec l'auto-jugement, mais avec curiosité et compassion. Maintenant que vous pouvez reconnaître ces 7 lieux dangereux, comment y échapper? Jung a développé ce qu'il appelait le processus d'individuation, une approche systématique de la liberté psychologique. Étape 1. La reconnaissance consciente. Vous ne pouvez pas quitter un endroit que vous ne savez pas habiter. Le patient de Jung a dû évaluer honnêtement lesquels de ces environnements il fréquentait quotidiennement. Cela demande une honnêteté brutale sans auto-jugement. Étape 2. L'audit environnemental. Examinez chaque espace que vous fréquentez régulièrement, physique et numérique. Jung enseignait que la conscience transforme l'influence inconsciente en choix conscient. Demandez-vous, cet environnement m'aide-t-il à grandir ou me maintient-il petit? Étape 3. Le retrait stratégique. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre vie, mais vous devez limiter l'exposition aux environnements psychologiques toxiques. Le patient a commencé par de petits changements. Limiter le temps dans les cercles sociaux toxiques, fixer des limites avec les personnes négatives, créer des périodes quotidiennes de solitude et de réflexion. Étape 4. L'intégration consciente. C'est là que l'approche de Jung devient révolutionnaire. Au lieu d'éviter simplement les environnements négatifs, vous devez en créer consciemment des positifs. Recherchez des personnes qui vous remettent en question avec bienveillance, des environnements qui favorisent la croissance, des espaces où l'authenticité est valorisée. Étape 5. Le travail sur l'ombre. Travail. Jung croyait que tant que vous n'affronterez pas ce que vous avez caché dans le sous-sol de l'ombre, vous recréerez inconsciemment des schémas toxiques partout où vous irez. Cela nécessite une thérapie, un journal ou d'autres méthodes pour amener le contenu inconscient à la conscience. Étape 6. L'entretien régulier. Jung a découvert que la liberté psychologique nécessite une vigilance constante. Ces lieux dangereux sont séduisants parce qu'ils offrent un faux réconfort, une appartenance facile ou des schémas familiers. Vous devez choisir consciemment la croissance plutôt que le confort, la vérité plutôt que la commodité. Le patient a dit à Jung après 6 mois, « Je n'avais pas réalisé à quel point je dépensais d'énergie mentale dans ces espaces toxiques. Maintenant que je les ai quittés, j'ai l'impression d'avoir récupéré mon esprit. » Jung a documenté des transformations remarquables lorsque les gens échappaient à ces pièges psychologiques. L'histoire de son patient est devenue un modèle pour des milliers d'autres cherchant la liberté mentale. En 3 mois après avoir quitté la chambre d'écho, la pensée critique du patient s'est considérablement améliorée. Il a commencé à remettre en question ses hypothèses, à rechercher des perspectives diverses et à prendre des décisions basées sur des preuves plutôt que sur la pensée de groupe. Après avoir échappé à l'arène de la comparaison, il a découvert des intérêts et des objectifs qui lui étaient véritablement propres. Il a cessé de mesurer sa valeur par rapport aux autres et a commencé à poursuivre un travail en accord avec ses valeurs plutôt qu'avec son image. Quitter le théâtre de la performance était plus difficile, car cela nécessitait de décevoir des gens qui préféraient son masque à son moi authentique.
Mais Jung lui a appris que les relations basées sur une fausse performance ne sont pas de vraies relations du tout. L'espace de la souffrance silencieuse a nécessité l'apprentissage de compétences de communication entièrement nouvelles. Le patient a dû s'exercer à exprimer ses besoins, fixer des limites et demander du soutien, des compétences que sa famille n'avait jamais modélisées. Échapper à la tempête du chaos signifiait développer une tolérance à l'immobilité, à l'ennui et à l'anxiété qui surgissaient initialement dans les moments de calme. Mais Jung savait que la sagesse n'émerge que dans l'espace contemplatif. La chambre de l'abandon de soi exigeait le changement le plus effrayant. Prendre des décisions basées sur sa propre vérité plutôt que sur les attentes extérieures. Cela signifiait décevoir certaines personnes, mais cela signifiait aussi vivre enfin de façon authentique. Le travail sur le sous-sol de l'ombre était continu, mais chaque intégration le rendait plus entier, plus compatissant et moins susceptible de projeter ses problèmes sur les autres. Jung a observé que les personnes qui échappent à ces endroits ne se sentent pas seulement mieux. Elles deviennent des personnes entièrement différentes. Leurs relations s'améliorent. Leur prise de décision s'éclaircit, et elles développent ce que Jung appelait la souveraineté psychologique. Ce que Jung a découvert sur la transformation de son patient révèle quelque chose de profond sur les environnements psychologiques. Lorsque vous changez votre relation à ces espaces, vous changez les espaces eux-mêmes. La famille du patient a d'abord résisté à ses nouvelles limites et à son honnêteté émotionnelle. Elle a tenté de le ramener dans la souffrance silencieuse parce que sa croissance menaçait leur schéma familier. Mais Jung lui a appris à maintenir ces changements avec compassion, non avec agression. Peu à peu, son authenticité a donné aux autres la permission d'être réelle. Sa sœur a commencé à exprimer ses propres sentiments longtemps enfouis. Son père a admis une dépression cachée pendant des décennies. Le système familial a commencé à guérir parce qu'une personne a refusé de participer à la dysfonction. Au travail, le patient a cessé de jouer un rôle et a commencé à contribuer authentiquement. Certains collègues se sont sentis menacés, mais d'autres ont été inspirés. Il a découvert qu'un leadership authentique était plus puissant qu'une gestion basée sur le plaisir des gens. Jung appelait cela l'effet d'ondulation de l'individuation. Lorsque vous cessez de participer à des schémas psychologiques toxiques, vous forcez ces schémas soit à évoluer, soit à se dissoudre. Le patient a dit à Jung, « Je pensais que me changer me rendrait seul, mais cela a en fait attiré des gens qui voulaient une connexion réelle. J'ai échangé de nombreuses relations contre quelques-unes de significatives, et ce fut le meilleur échange que j'ai jamais fait. » C'est la dernière intuition de Jung sur ces lieux dangereux. Ils persistent parce que nous acceptons collectivement de les habiter. Mais lorsque suffisamment d'individus choisissent la liberté psychologique, l'environnement collectif se transforme. Rappelez-vous la découverte originale de Jung. 90% de la force mentale des gens est détruite par ces 7 environnements psychologiques. Mais maintenant, vous savez quelque chose que la plupart des gens ignorent. Vous pouvez choisir différemment. Le patient de Jung a commencé comme un homme perdant lentement la raison dans des espaces qui semblaient normaux, même confortables. Il a fini comme quelqu'un qui avait reconquis sa souveraineté psychologique et avait aidé les autres à faire de même. Les 7 lieux dangereux identifiés par Jung ne sont pas que des concepts abstraits. Ce sont de réels environnements psychologiques que vous rencontrez chaque jour. La chambre d'écho qui confirme vos biais, tout en affaiblissant votre esprit. L'arène de la comparaison qui rend vos réussites insignifiantes. Le théâtre de la performance qui récompense le faux et punit le vrai. L'espace de la souffrance silencieuse qui enterre vos besoins sous une fausse paix. La tempête du chaos qui noie votre voix intérieure dans le bruit. La chambre de l'abandon de soi, où vous vous trahissez progressivement. Et le sous-sol de l'ombre où vous enfermez des parties de votre âme. Mais Jung nous a aussi montré la sortie, non pas par la fuite ou l'évitement, mais par la reconnaissance consciente
des choix stratégiques et le courage de grandir au-delà de ce qui est confortable. Le patient que Jung a traité en 1961 est lui-même devenu thérapeute, aidant d'autres à reconnaître et à échapper à ces mêmes pièges psychologiques. Il avait compris que la force mentale ne consiste pas à éviter la difficulté. Il s'agit de choisir les difficultés qui servent votre croissance. La dernière leçon de Jung. Ces lieux existeront toujours, et ils seront toujours séduisants. Les chambres d'écho offrent une appartenance facile. Les arènes de comparaison promettent la motivation. Les théâtres de la performance procurent l'approbation. La souffrance silencieuse ressemble à la paix. Les tempêtes du chaos distraient de la douleur. L'abandon de soi évite les conflits. Le sous-sol de l'ombre cache la honte. Mais la vraie force mentale vient du choix de la croissance plutôt que du confort, de l'authenticité plutôt que de l'approbation, et de la conscience plutôt que de la commodité. La question n'est pas de savoir si vous rencontrerez ces lieux dangereux. Vous le ferez. La question est, les reconnaîtrez-vous quand cela arrivera? Aurez-vous le courage de partir? Et créerez-vous le genre d'environnement psychologique où les autres aussi peuvent être libres? Jung croyait que l'avenir de la conscience humaine dépend des individus assez courageux pour choisir la liberté psychologique plutôt que l'inconscience collective. Ce choix commence par reconnaître où vous êtes maintenant et décider où vous voulez être. Votre esprit n'est pas votre ennemi, mais les lieux où vous lui permettez de résider pourraient l'être. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,